Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Jacques-André Horry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur des Verts libéraux vaudois, député au Grand Conseil du canton de Vaud. J'ai une première question pour vous. Est-ce qu'on vous a déjà dit la ressemblance que vous aviez avec Ernesto Guevara, Che Guevara? Non, j'avais dit. Alors, il y a une triple ressemblance. La même idéologie politique. Mais... on va voir s'il y a plus de ressemblances que ça. En tout cas, vous êtes médecin, tout comme lui, politicien, tout comme lui, et commandant à l'armée, tout comme lui. Ah, c'est juste. Vous êtes le Che Guevara des Verts libéraux vaudois. Si vous voulez. C'est un nouveau titre, la première fois qu'on me le donne en tout cas. Mais vous n'avez pas d'autres ressemblances, vous disiez idéologiquement, c'est pas tout à fait ça. Et puis il ne me semble pas que le teint soit exactement le même. Alors on se connaît déjà, je suis venu en 2007 fouiller votre poubelle. C'était ma première expérience de journaliste et j'ai pu constater que vous étiez cohérent entre ce que vous disiez et ce que vous faisiez, vous triez, en tout cas en 2007. C'est toujours le cas maintenant? Ah, bien sûr, mais je le fais depuis mon enfance au fond. C'est une éducation, le tri. Ce qui fait que quand on a introduit la taxe au sac, pour moi ça ne paraissait pas poser de problème, mais ni pour ma famille. Vous n'avez pas vu la différence? On trie encore un tout petit peu plus, mais pas tellement de différence, non. Alors, l'un des sujets que vous avez récemment abordé, c'est les cyclistes. Et vous aviez une position, en tout cas d'après 20minutes.ch, je vous dirai peut-être le contraire, mais une position qui m'a surprise. Vous déplorez l'arrogance des justes en parlant des cyclistes. Oui. Ce sont vos mots, c'est juste? Je rentrais de Berlin et j'ai été frappé. C'est une ville où les cyclistes circulent beaucoup et ils ont à l'égard des automobilistes et des piétons ce que j'ai appelé l'arrogance des justes, c'est-à-dire cette espèce d'assurance que vous donne l'impression que vous faites le bien. Vous roulez sur votre vélo, ils font le bien, sans doute, mais c'est particulièrement gênant dans le peuple allemand, il faut dire, parce qu'on peut imaginer à quoi ça peut conduire. L'idée que parce qu'on est dans le juste, les autres, en quelque sorte, n'ont pas le droit d'exister. Ça, et je pense que chez certains cyclistes, on le voit sur les trottoirs chez nous, il y a ce même état d'esprit. Je traverse n'importe où, je roule comme je veux, parce que je suis dans le bien, je suis un homme propre, moi. Mais moi, je vois aussi une certaine arrogance, par exemple, chez les conducteurs de véhicules 4x4 en ville. C'est pas l'arrogance des justes, mais c'est l'arrogance aussi, non? Ah ouais, c'est l'arrogance, mais alors ils se sentent pas justes, c'est l'arrogance des riches, c'est encore pire. Mais vous avez vraiment l'impression qu'il faut déplorer aujourd'hui le comportement de certains cyclistes? Il ne faut pas plutôt s'attaquer aux automobilistes? Ah, je pense que les cyclistes doivent circuler sur la route ou sur des pistes qui leur sont réservées, que les cyclistes doivent respecter la loi sur la circulation routière et que les trottoirs sont réservés aux piétons. Et c'est au fond cette espèce d'autorisation que s'accordent les cyclistes de rouler n'importe où qui est source de conflit. Bon, c'est ce qui est pratique avec le vélo. Si le vélo devient aussi réglementé que la voiture, peut-être qu'il y aura moins d'utilisateurs de vélo. Mais moi, j'ai fait du vélo pendant des années à Lausanne. J'ai circulé sur les routes, j'ai respecté les feux, les stops, etc. Il me semble que c'est compatible. Bon, on aura compris, vous n'êtes pas contre les cyclistes? Non. Mais à part ça, il ne faut pas non plus rêver quand on nous dit que Lausanne est un peu mal classée pour les conditions qu'elle fait aux cyclistes par rapport à d'autres villes. Si vous connaissez une ville aussi mal pratique pour les vélos que Lausanne, il ne faut pas vous étonner que ce ne soit pas vraiment l'endroit idéal. Mais il se vend beaucoup de vélos électriques, et en vélo électrique, où chie le chuve, c'est possible. C'est mieux, c'est mieux. Mais enfin, quand même, là, il y a des villes qui se prêtent mieux au vélo. C'est très exceptionnel d'avoir une ville aussi en pente que Lausanne. Si on regarde dans le monde, en général, les villes sont plutôt près des cours d'eau et à des endroits plats. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas encourager le vélo à Lausanne? Si, quand même. Bien sûr, mais quand on se permet de faire des comparaisons sur la pratique du vélo entre les différentes villes, on doit quand même admettre qu'à Lausanne, le ski, la luge en hiver se prêtent mieux que le vélo. Bon, très bien. Vous n'êtes pas contre les vélos. Dites-nous par contre que vous êtes contre les chauffages électriques. Ça m'a surpris aussi. Il y a un débat dans cette loi de la politique énergétique. Il faudrait interdire le chauffage électrique. En tout cas, c'est ce qu'on disait au début de la promotion de cette loi. Aujourd'hui, beaucoup de politiciens, vous en faites partie, sont en train de nous dire le contraire. Les chauffages électriques, il ne faudrait pas les interdire, pas tout de suite en tout cas. C'est ce que vous nous répétez aujourd'hui? C'est pas ce que je vous répète du tout. Il s'agit de parler de la loi vaudoise sur l'énergie. Et cette loi vaudoise sur l'énergie, qui est en train d'être élaborée par le Grand Conseil... Dans le cadre de cette politique énergétique fédérale. Dans le cadre de la politique fédérale, les Vaudois font leur propre loi. Et dans cette loi, il y a des tas de choses qui sont des grands progrès, notamment à l'égard des énergies renouvelables, d'une réduction de la consommation des énergies fossiles, etc. Et là, au milieu, il y avait une disposition
qui limitait à 2000, encore une quinzaine d'années, l'usage... 2030, ça fait ça donc un petit peu plus de 15 ans, l'obligation pour les propriétaires de maisons chauffées à l'électricité, ce projet de loi leur imposait le remplacement. Or, cette seule disposition conduisait les gens concernés, qui se sont regroupés dans Choc électrique, les conduisait à vouloir lancer un référendum contre l'ensemble de la loi. Et ce que nous avons dit, c'est faisons toute la loi sans ça, et puis ensuite on rajoutera cette disposition qui, elle, pourrait faire l'objet d'un référendum pour lui-même, on discutera que des chauffages électriques. Ce serait dommage de compromettre toute la loi simplement parce que, et c'est ce qui s'est passé à Genève, mais ils sont vraiment à Neuchâtel si puissants que ça et dans le canton de Fribourg, les deux ont des lois qui ont échoué pour un élément. Ce n'était pas le même dans les deux cantons. Alors, est-ce qu'ils sont si puissants, ces propriétaires de chauffage électrique? Ils ont l'air de vous faire peur. Mais oui, mais écoutez, d'abord, c'est un point de cristallisation. Ils auraient pu entraîner avec eux un certain nombre de gens qui n'aiment pas d'autres dispositions dans la loi. Ça aurait été un argument. Et puis, cette question pose, leur situation pose une question plus générale à laquelle beaucoup de gens sont sensibles. Et moi, je suis sensible à ça. C'est que, au fond, ils sont, dans une certaine mesure, au bénéfice d'un droit acquis. Et c'est un principe assez général. On les a autorisés de le faire. On les a autorisés, voilà. Et cet élément-là pourrait aussi soutenir les opposants à cette question en disant si on commence à remettre en cause les droits acquis, alors on va pouvoir en remettre beaucoup d'autres et ce serait quand même un tout petit peu préoccupant. Je comprends, mais pourquoi particulièrement le chauffage électrique? Parce que finalement, c'est la société qui a acquis un droit, celui de polluer. Et aujourd'hui, on est en train de dire à toute la société, il va falloir faire un effort. Alors pourquoi le chauffage électrique, ça pose plus de problèmes que l'énergie fossile? Il y a des gens qui vont devoir faire des sacrifices aussi avec l'énergie fossile. Je suis absolument d'accord et nous allons, dès que la loi sans cet élément sera adoptée, nous allons, que ce soit les Verts libéraux, peu importe, nous allons revenir avec cette disposition si elle passe au Grand Conseil, ce qui est probable, et on verra bien s'il y a un référendum. Mais au moins, on aura un référendum qui ne portera que là-dessus et ne viendront pas se greffer tous les pro-mazout, les anti-énergie renouvelable, les anti-éoliens, les anti-solaires, etc. Cette belle constellation de conservateurs qui, par ailleurs, ont des positions sympathiques quand ils sont conservateurs, mais pas là-dessus. Mais vous êtes justement dans une position compliquée. Et là, c'est tout le paradoxe des Verts libéraux. Les Verts verts, ma foi, ils tirent à fond dans le changement. Les Verts libéraux, alors vous essayez de ménager la chèvre et le chou. Certes, il ne faut pas non plus trop punir ceux qui aujourd'hui polluent et vont devoir faire des efforts. Il faut prendre en compte leurs problèmes. Et d'un autre côté, il faut changer toute la société. Est-ce qu'on peut vraiment aller jusqu'en 2030 avec cette position un peu entre deux? Ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous devrez, ma foi, être un peu plus sévère et aller soit sur la gauche, soit sur la droite? Je ne suis pas sûr que la préoccupation de l'environnement soit une préoccupation de gauche. En réalité, je pense que... C'est pas ce que je dis, mais le changement rapide, voire même un peu obligé, là par contre, il tire sur la gauche. C'est pas tellement libéral d'obliger tout le monde à changer. Oui, vous avez raison. Il y a, dans toutes les politiques, il y a des situations où on est un tout petit peu en tension. Les Verts sont aussi d'ailleurs en tension sur un certain nombre d'éléments, notamment le fait que quand ils défendent la biodiversité, au fond, ils vont dans une démarche qui est totalement inégalitaire. Et sur ce plan-là, je suis toujours surpris de voir les écologistes purs et durs être en même temps aussi égalitaires sur un tas de domaines politiques. Ce que je dis, nous sommes persuadés, il y a des efforts à faire et il s'en fait beaucoup et ils se font d'autant plus volontiers que la technologie les accompagne. On ne peut pas aller beaucoup plus vite que la technologie. Je prends un exemple. Au rythme actuel, il faut 300 ans pour isoler à peu près toutes les maisons de Suisse. Si on change un peu le rythme et qu'on vise 50 ans pour isoler toutes les maisons de Suisse, il faut donc 6 fois plus d'entreprises, 6 fois plus de personnel pour faire le travail. Si vous n'avez pas ce personnel, si vous n'avez pas les isolations, si vous n'avez pas les chantiers, les entreprises qui le font, vous pouvez changer la loi. Et c'est en ce sens peut-être que les Verts libéraux sont un peu plus proches des réalités.
Mais vous que ne les pensez Verts. pas concrètement que ces entreprises se développeraient du jour au lendemain si vraiment Non. tous les propriétaires les appelaient? Non, vous Non. remarquez, maintenant, essayez de faire doubler votre toit, isoler votre toit, vous verrez comme vous avez de la peine à trouver un Je couvreur. vous avoue que je n'ai pas d'expérience pratique Non, là-dessus. mais c'est quand même une réalité. Moi, je pense qu'il y a un domaine dans lequel on devra faire un effort financier assez rapide, c'est l'élévation du coût de l'électricité nucléaire. Et ça gêne beaucoup les milieux, d'abord nucléaires, et puis les milieux de l'économie. On devrait rapidement rajouter au prix du kilowattheure nucléaire le prix très élevé que va coûter le démantèlement des centrales nucléaires. Bon, Et là, si on est va- dans autre chose, mais c'est dire on peut profiter du nucléaire, mais il faut aussi, ma foi, prendre en compte les dégâts que fait le Oui. nucléaire, c'est ça. Mais je pense que là, on va être très, très en désaccord. On l'est déjà sur ce point-là, sur cette politique tarifaire, avec certains milieux de droite. Mais bon, les milieux économiques et la droite forment un couple traditionnel. Ça ne veut pas dire que les valeurs des milieux économiques soient toujours des valeurs libérales, des valeurs libérales. Évidemment. C'est la question que je voulais vous poser d'ailleurs. Vous l'avez dit vous-même, les lobbies économiques sont très proches de la droite. Bon, ça, on n'a Oui. rien dit jusque-là. Est-ce que ces lobbies vous parlent encore? Parce qu'ils doivent vous faire la gueule pour la plupart, non? Non. Les Verts libéraux. Non, nous sommes en bonne relation. Mais vous leur faites du mal quand même. Surtout sur cette politique énergétique. Écoutez, il y a beaucoup de gens dans les milieux de l'économie qui se rendent compte que cette conversion énergétique, c'est une occasion Oui, de produire, oui. de développer d'autres secteurs de l'économie. Je ne suis pas sûr qu'on leur fasse autant de mal qu'ils ne veulent le dire. Lorsque nous nous préoccupons du développement économique et notamment d'une croissance économique trop rapide. Alors il y a évidemment des milieux économiques qui nous disent si la croissance ne se poursuit pas au même rythme, ce sera forcément la décroissance. Et Et ça, le c'est chômage une pour tout le catastrophe monde. et le chômage pour tout le monde. Mais il y a aussi dans les milieux économiques un tas de gens qui reconnaissent qu'un certain équilibre entre ce que peut produire un pays, ce que peut assimiler l'environnement, les ressources naturelles, la sécurité, parce que la sécurité publique est aussi un peu compromise par l'augmentation de la population. Et dans ce sens, les milieux économiques, certains en tout cas, n'ont pas un langage très critique à notre endroit. Jacques-André Horry, tout autre chose, regardez cette vidéo. Vous aurez reconnu de quel chanteur il s'agit, bien sûr? Non, il ne faut pas me demander les Non. noms. Vous avez pas reconnu ça? Je ne reconnais jamais les noms. Bob Marley. Bah oui, bah c'est très Oui, bien. bon. Pourquoi est-ce qu'on parle de Bob Marley, à votre avis? Che Guevara, vous ne voyez pas Bob Marley non plus. Bon, Bob Marley, il a une vision de la vie et du monde qui est assez proche de la vision des Verts libéraux, enfin des Verts en tout cas, libéraux, je ne suis pas sûr. Mais surtout, bon, c'est un grand consommateur de cannabis, il s'en cachait pas, hein, c'est Vous sûrement... voyez, c'est peut-être pour ça que je ne le connais pas bien. Oui, c'est peut-être ça. Parce qu'alors vous avez fait la guerre, et ça c'est une vieille histoire, hein. Déjà depuis l'année 2005-2006, vous commenciez déjà à en parler beaucoup dans les médias. Vous êtes un peu le monsieur cannabis du canton de Vaud. Quand on veut quelqu'un qui est contre le cannabis et qui a un avis autorisé, vous êtes médecin et qui en plus a un avis politique, on vous demande à vous de vous exprimer. Alors rappelez-nous déjà ce que vous prônez pour le cannabis, alors que certains parlent de libéralisation. Pardon. Moi, je pense qu'il faut considérer que c'est une substance toxique et sa consommation doit être interdite. Alors, qu'on la mette qu'on punisse ceux qui vendent ou ceux qui consomment, on peut encore en discuter. Ce que je refuse, c'est d'admettre que c'est une substance qui est inoffensive. Et si ça m'intéresse que vous posiez la question maintenant, parce qu'il y a tout un débat qui surgit notamment en France et sur les médias actuellement pour rendre attentifs les parents au fait que les taux de THC dans le cannabis actuel a beaucoup augmenté et que c'est une substance dangereuse. Est-ce que ce qui me préoccupe, c'est que c'est une substance dangereuse, on le sait, pour les cerveaux en développement surtout, c'est-à-dire les adolescents, les jeunes, et que c'est justement à cet âge qu'on ne devrait pas en fumer. Et c'est à cet âge qu'on se met en c'est à cet âge qu'on se met en fumer. Et il y a malheureusement dans les milieux qui se prétendent milieux de la prévention, qui sont les milieux officiels,
des gens payés par vos impôts et les miens, donc des fonctionnaires ou des gens soutenus par nos impôts, une espèce de courant de banalisation niaise à l'égard de la consommation de cannabis, exactement le même état d'esprit niais qu'on a entendu dans certains milieux socio-psychologiques à propos des drames de Marie et le drame de Genève. On a l'impression que tout est permis finalement, que les gens sont tous bien gentils. Et bon, le cannabis... On est dans deux choses bien différentes non, quand même. Hein. En tout cas, le Claude Dubois, il en a consommé du cannabis. Ça, on sait. Oui, mais tous les jeunes qui consomment aujourd'hui du cannabis, chers parents, rassurez-vous, ne finiront pas comme Claude Dubois. Non, mais ils ont eu des potentialités de leur cerveau qui sont diminuées, et cette diminution, elle va compromettre leur activité professionnelle, leur capacité à résister à la contrariété, et ça, moi, je ne sais pas pourquoi on préparait une génération de cerveaux nivelés. Mais il faut que les parents qui ont fumé en 1968, 70, maintenant qui ils ont un peu plus, dédramatisent aujourd'hui. Oui, ou en 80, n'oublient pas que le cannabis qu'ils ont fumé était 10 fois moins concentré que le cannabis qui est accessible à leurs enfants. Je continuerai mon combat contre ces substances, et je pense qu'un enfant qui se développe à l'abri des dépendances est un enfant à qui on donne plus de chances dans la vie que celui qui est déjà dépendant à 12-13 ans. Quand vous vous baladez à Lausanne, c'est le cas évidemment, vous allez prendre le train, vous passez devant la gare, vous voyez évidemment tous ces dealers qui vendent notamment du cannabis, pas seulement évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? C'est lié quand même l'un et l'autre, la consommation des jeunes et ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui vendent du cannabis juste devant le McDonald's par exemple, qui rassemble beaucoup de jeunes. Alors, je pense que la police tente d'attraper les dealers. Le problème, il est Juste en face du poste de police. Enfin, vous connaissez la situation à la gare. La gare, c'est typique. Un milieu fréquenté par des jeunes, le McDonald's, le poste de police, et au milieu... Il y a le code pénal qui actuellement oblige la police à remettre en circulation le dealer quand on l'a placé en fait en face de son délit, en attendant sa peine de prison, et ça c'est évidemment extrêmement démotivant pour la police. Sur ce plan-là, probablement que les choses doivent changer sur le plan fédéral. À part ça, je ne suis pas sûr que de dépénaliser la consommation soit une bonne chose. Les chambres fédérales ont dit qu'il était plus pénal mais amendable. Je crois savoir qu'un jeune, un adolescent qui se fait une fois arrêté par la police, que ses parents doivent venir rechercher au poste, ça a un certain effet dissuasif. Donc il ne faut pas trop être indifférent à l'égard des consommateurs. C'est exactement la même chose pour la cocaïne. Je l'ai dit, les salopards, ce n'est pas seulement ceux qui vendent la cocaïne, mais c'est aussi ceux qui la consomment. Parce que ces salopards-là, et je l'ai dit au Grand Conseil, ce terme de salopard, je l'assume complètement, ce sont généralement des gens fortunés, des gens aisés. Ce n'est pas des malheureux qui se traînent, les cocaïnomanes. C'est plutôt, dans une large mesure, des gens qui font la fête après une soirée arrosée avec la cocaïne, et ils provoquent l'arrivée des dealers et ils entretiennent le marché. Ils sont aussi coupables que ceux qui proposent à la vente. Finalement, donc qu'est-ce qu'on fait? Surtout, on ne dépénalise pas la consommation. Il faut que les jeunes aient cette sorte de sonnette d'alarme donnée par la police. Mais ensuite, il y a toujours ce problème des dealers qui sont dans la rue. Ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Écoutez, il ne faut pas leur acheter. Le plus simple, moi j'en vois des tas, je ne me suis jamais arrêté pour leur acheter des produits, et mes enfants non plus. Il y a le consommateur, je répète, le consommateur, il entretient le marché, et c'est vrai pour toutes sortes de produits, c'est la règle du marché. Alors, donnez-nous votre recette. Vous avez des enfants. Vos enfants n'ont pas touché une seule fois au cannabis? Je crois pas, non. D'accord. Mais ça leur a pas... Dites-nous. Parce que je leur ai appris des petits qui avaient une différence entre le bien et le mal. Et je pense que c'est cette structure morale qui est la différence entre le bien et le mal qui doit être enseignée. Vous faites du bouche là quasiment, hein? Mais c'est vrai, quand un enfant est devant la télévision à regarder ou dans un livre, enfin quand on lui raconte une histoire, il veut savoir où sont les méchants et où sont les gentils. Dans la nature de l'enfant, très tôt, il y a une distinction entre le bien et le mal. C'est pas très difficile à entretenir, mais il faut pas commencer à introduire la confusion chez des petits-enfants en leur disant « mais oui, c'est pas bien, mais tu peux quand même », etc. Je crois qu'on leur rend service en ayant jusqu'à l'adolescence un langage assez simpliste, assez structuré entre
le bien et le mal. Et quand arrive là-dedans la drogue, c'est simple, si c'est mis immédiatement dans le compartiment de ce qui est mal, ils ont beaucoup de facilité à résister. Jacques-André Horry, président fondateur des Verts libéraux vaudois, vous êtes député au Grand Conseil. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. C'était un plaisir, merci à vous.